Bonjour, je suis Julien Hérisson et pour l'écran vagabond du Trièvre, je vous propose Discussions de cinéastes. Des longs entretiens avec des réalisateurs ou réalisatrices pour analyser leurs films et parler écriture, mise en scène, direction d'acteurs, montage, bref, parler du cinéma comme d'un véritable artisanat. Aujourd'hui, je discute avec Florent Vassaux pour le film Le Garçon. Il est des films qui explorent tellement la forme, la narration, le genre qu'on ne sait plus où les mettre. C'est le cas pour Le Garçon de Zabou Bretman et Florent Vassaux. Est-ce un documentaire, une fiction, un film expérimental? Dans la presse, on a beaucoup parlé d'ovni cinématographique, comme si ce film venait carrément d'ailleurs. Mais en réalité, il vient de deux cerveaux et d'un banc de montage. Film à la frontière de plusieurs genres, ce film est surtout un film de salle de cinéma. Ce lieu qui, répétons-le toujours, doit être celui de l'expérience sensitive, de l'originalité formelle et narrative, des émotions vécues collectivement. Et c'est le cas avec Le Garçon, qui propose une expérience unique. Alors, qui est ce garçon? Eh bien, tout débute avec les photos d'une famille trouvée chez un brocanteur. Une famille inconnue qu'on a presque l'impression de connaître. Et sur la plupart de ces photos, un garçon. Qui est-il? Quelle est son histoire? Ça, c'est la partie documentaire que réalise Florent Vassaux. Mais le film n'est pas que cela, car le long métrage lui-même se demande si chaque individu ne pourrait pas devenir aussi le héros d'une fiction. Et un récit fictif, avec notamment Isabelle Nanty, François Berléand, Damien Soubéraf, réalisé par Zabou Bretman, s'insinue et se mélange dans la matière documentaire jusqu'à se confondre parfois. Bonjour Florent. Bonjour. Alors première question, tu es où et tu fais quoi en ce moment? En ce moment, je suis chez moi, ce qui est assez rare puisque je suis habituellement dans une salle de montage, puisqu'en parallèle de ces documentaires que je fais une fois tous les 5-6 ans, on va dire, moi je passe mes journées à monter les films des autres. Et en ce moment, je suis sur un film qui se passe en partie au Japon. Alors ça me change. J'imagine. Alors, commençons par l'origine et l'écriture de ce projet. Aussi hybride et singulier soit-il, ce film, il vient pas de l'espace. C'est quoi le point de départ? La première fois que Zabou te parle du projet, quels sont ces mots? Moi j'arrive effectivement sur le projet par l'entremise de Zabou. C'est Zabou qui m'appelle. Elle a l'envie de faire un film qui mélange fiction et documentaire. Je sens que il y a d'abord cette envie-là, et surtout l'envie d'un film qui lui échapperait en partie, quoi. C'est-à-dire, la première chose qu'elle me dit, c'est j'ai envie de faire un film mais on ne saurait rien. C'est-à-dire, on irait au bout d'un film, mais ni toi ni moi ne saurions où ce film nous emmènerait. Je crois que vraiment, il me semble qu'un des premiers moteurs, c'est celui-là. Avec Zabou qui me dit aussi, aujourd'hui, j'ai l'impression qu'on sait tout, quoi. On sait tout avant. Même quand on lance un film, sur Netflix par exemple, on a l'impression qu'on sait à peu près ce qu'on va voir, quoi. Et je crois que l'envie profonde de Zabou, c'était d'abord de faire un film dont on ne saurait rien. C'est-à-dire qu'on aurait un point de départ et on n'aurait pas de point d'arrivée, quoi. Alors évidemment, une envie, une bonne idée, ça suffit pas pour faire un film, il faut une équipe, un budget. J'imagine que vous n'êtes pas parti en tournage sans financement. Quand on a un projet aussi hybride que celui-ci et qui coche aucune case ou plusieurs à la fois, et qui peut même s'arrêter si la personne recherchée, une fois trouvée, ne veut pas du projet, comment on fait pour convaincre des commissions, des distributeurs, des chaînes télé? Parce que mettre Zabou Bretman sur un projet, ça suffit pas. Ben non, ça suffit pas. Alors que moi, bien naïvement, je pensais que ça suffisait, mais pas du tout. C'est vrai que le projet de départ, enfin, l'idée du film, elle est assez simple. Elle est de se dire, n'importe quel inconnu, enfin n'importe quelle vie mériterait un film, quoi. Et on s'est reposé donc sur. Enfin, il y a plusieurs œuvres qui nous ont inspirés, hein, notamment. Enfin, l'art contemporain l'a beaucoup fait. Ce serait presque un prolongement du travail de Sophie Calle. C'est aussi, nous, on a emprunté le point de départ d'un livre qui s'appelle Les gens dans l'enveloppe. Mais on pourrait aussi penser, moi il y a un documentaire que j'adore qui s'appelle Sur la plage de Belfast d'Henri-François Humbert Henri-François Humbert retrouve une vieille caméra Super 8 avec un film qu'il fait développer à l'intérieur, il trouve cette caméra dans une brocante et il fait développer le film et il décide d'aller retrouver les protagonistes de ce petit film, cette petite scène de plage, pour leur remettre le film. Voilà, donc il y a toutes ces influences, mais l'idée première c'est vraiment n'importe quelle vie mérite d'être racontée. Et donc quand on cherche des financements, vu que c'est un pari, les gens qui veulent financer aiment beaucoup l'idée, mais ils ont à chaque fois une question qui vient après l'idée qu'ils trouvent super. Ils disent, bon d'accord, c'est très bien l'idée, mais qu'est-ce qu'il va y avoir dans ce film? Et on leur dit, bah, justement, c'est ce qu'on ne peut pas vous dire. Il faut financer, il faut faire le film pour le savoir. Et on s'est toujours retrouvé confronté à des murs, précisément à cause de cela. C'est-à-dire que les gens voulaient quand même savoir ce qu'on trouverait dans le film. Et le fait que le film soit un saut dans l'inconnu fait qu'on a trouvé en fait quasiment aucun financement. On a pu faire le film grâce à
grâce à la région Bourgogne, en fait, qui a suivi le projet. Et puis ensuite, des gens qui ont participé au film, mais presque tu sais, en apport en industrie. C'est-à-dire que, par exemple, tout le laboratoire, ben, ils l'ont fait un peu gracieusement. Ils deviennent coproducteurs du film parce qu'ils prennent en charge la salle de montage, le laboratoire, etc. Mais non, non, effectivement, financer un tel film est impossible en réalité. Ça, non seulement le film n'est dans aucune case, il est hybride, mais en plus, il n'y a aucune garantie qu'on arrive au bout du film, quoi. Ouais, c'est vrai que c'est un vrai pari, mais en tout cas, je trouve ça intéressant l'idée de faire du cinéma sans avoir tout de suite un point d'arrivée, quoi. Bah, nous, c'est ce qui nous plaisait, et c'est vrai que vraiment, on était vraiment animés par cette chose-là, quoi. Enfin, vraiment, moi, j'ai beaucoup ça au cinéma. Souvent, je vois beaucoup de films, et de très bons films, mais avec souvent l'impression que le film qui se déroule devant mes yeux, c'est un peu le programme annoncé, quoi. Et moi, dans ce projet-là, c'était précisément l'inverse, quoi. C'est qu'on ne savait pas du tout. Et moi-même, hein, quand je pars sur les traces de ce garçon, chaque journée que j'entame, je ne sais pas du tout sur qui je vais tomber, quoi. Je ne sais pas qui je vais rencontrer, je ne sais pas comment mon enquête va progresser. C'est vraiment une enquête que je mène, moi, au hasard des rencontres, quoi. Hmm. Alors, dans le film, il y a une grande complicité qui se dégage de votre binôme de réalisation. Comment vous vous êtes rencontré avec Zabou? Parce que, à moins que je me trompe, Florent, tu n'as jamais été chef monteur pour un film de Zabou et Zabou n'a jamais joué dans un film que tu as monté, ou bien j'ai loupé quelque chose? Non, nous, on s'est connus, mais en fait, si tu... Enfin, moi, on s'est connus il y a presque 20 ans, je pense, sur un film qui s'appelle L'homme de sa vie, qui est le deuxième film de Zabou. Et moi, j'étais assistant monteur sur le film. Donc, je n'étais pas le chef monteur, mais on s'est rencontrés à ce moment-là en fait, on s'est très bien entendu avec Zabou. Moi, j'ai un peu travaillé sur un ou deux autres films à elle, mais vraiment un peu en appoint, quoi. Et donc, on s'est un peu suivi comme ça pendant 20 ans. Et on est resté assez proches. Mais c'est vrai qu'on n'avait jamais eu d'expérience. Enfin, depuis L'homme de sa vie, on n'avait jamais passé autant de temps ensemble sur un projet, quoi. Là, je sais que quand elle me propose ce projet-là, et que moi je me mets en quête des photos, et que commence à mener l'enquête, etc., je vois bien que c'est un projet qui va me prendre plusieurs mois, mais sans doute plusieurs années, quoi. Et ça a été le cas, puisque le projet du début à la fin, c'est à peu près 5 ans. Alors, justement, comment au début de ce projet en co-réalisation, vous avez défini chacun votre périmètre de travail? Est-ce que c'est quelque chose qui a évolué ou c'était très clair dès le début? Ça, c'était pour le coup assez clair, parce que Zabou ne voulait rien savoir. Moi, c'est un truc qui me terrifiait un petit peu d'ailleurs, parce que évidemment, on est liés malgré tout sur ce film. C'est que on se dit chacun va avoir sa partie, fait un peu ce qu'il veut, mais au final, on sait très bien qu'on va se retrouver au montage. C'est-à-dire que voilà, j'aurais fait ma partie documentaire, Zabou aura filmé sa partie fiction, et au montage, on se retrouve et on doit bien fabriquer un objet ensemble. Donc le fait que Zabou me dise je ne veux absolument rien savoir de ce que tu fais, de ce que tu trouves, de ce que tu découvres, moi, ça m'angoissait un peu par rapport à nos retrouvailles au montage, quoi. Et peut-être la trouille de lui ramener des choses qui la déçoivent ou qui lui plaisent pas, ou qu'elle voit ce que j'ai tourné, elle me dise mais on fera jamais un film avec ça, quoi. Mais en tout cas, elle n'a pas dérogé à cette règle. C'est-à-dire que dès que j'amorçais le moindre début de discussion sur le garçon, elle me disait stop, 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 me dis rien, je ne veux rien savoir. Voilà, donc tant et si bien qu'elle a découvert tout ce que j'ai trouvé, enfin tout ce que j'ai découvert pendant le film, elle ne l'a découvert vraiment qu'au montage, quoi. En revanche, c'est vrai que ce qu'on voit dans le film, c'est que elle m'a demandé juste une chose à un moment donné, mais j'avais déjà commencé l'enquête. Et un jour, elle m'appelle en me demandant quelques textes. Elle me dit, j'aimerais que tu m'envoies quelques textes de tes entretiens ou des gens que tu croises, je ne sais pas ce que tu fais, parce que j'aurais besoin de dialogue. Je voudrais utiliser les textes des gens que tu croises pour que ça devienne des dialogues pour mes comédiens. Alors ça m'a un peu troublé parce elle voulait rien savoir sur ce que j'aurais pu découvrir du garçon, donc il fallait que je lui envoie des textes qui ne lui révèlent rien. Donc le choix n'était pas simple, mais néanmoins je comprenais à peu près ce qu'elle voulait faire, puisque c'était vraiment le prolongement de ce qu'elle a fait au théâtre beaucoup. Zabou a adapté De Pardon au théâtre. Je connais son appétence pour se réapproprier une matière documentaire. Et d'ailleurs, à ce moment-là, j'ai compris qu'en fait, ce qui l'intéressait dans le projet, c'était sans doute ça. C'était l'idée que le projet crée de la matière documentaire et qu'elle puisse, au sein de ce même projet, la réutiliser pour sa fiction. Revenons sur l'objet photo qui est la base du projet.
Ce qu'il y a d'intéressant dès le début, c'est donc ce support de la photo sur papier, qui n'existe plus beaucoup aujourd'hui. Comme le dit Zabou au début du film, on a tous ces images un peu délavées au fond d'un tiroir ou dans un vieux album de photos, avec des anniversaires, des communions, des repas d'été en famille. Le film saisit directement quelque chose de très intime et universel par cet objet, qui devient en même temps un accessoire essentiel de la partie documentaire lorsque tu les montres à des inconnus. Et également, cela questionne de manière très concrète les traces qu'on laisse et le rôle des souvenirs. Est-ce que cette triple fonction, en quelque sorte, de l'objet photo, c'est quelque chose que vous pensez aussi en termes d'intention dès le début? Mais en fait, non, pas vraiment. En tout cas, je peux pas parler pour Zabou, mais pour moi, c'est un peu plus simple. Moi, je n'ai que ça, en fait. C'est tout ce que j'ai, ce sont ces 200 photos. Quand je les jette sur la table comme ça et que je découvre ces 200 photos, j'ai 50 ans de la vie d'un homme sous les yeux. Et il y a quelque chose d'assez vertigineux. Et donc, je sais très bien que le seul objet sur lequel je vais devoir me poser, je vais devoir tourner autour de ces photos. Et je décide d'utiliser ces photos pour faire exister mon garçon, puisque j'ai aucune idée de. Je ne sais absolument pas si je vais pouvoir le retrouver, mais il va falloir que j'arrive à le faire exister, ce garçon, malgré tout. Et donc, je me dis, je vais faire exister cet inconnu au travers du regard de tous les autres inconnus que je vais croiser sur ma route, quoi. C'est aujourd'hui, quand je vois le film, que je me dis, c'est étonnant, comme il y a cette analogie entre cette vie, une vie qu'on essaie de rattraper avant qu'elle disparaisse, quoi, qu'elle sombre dans l'oubli, comme toutes nos vies bientôt. Et cet objet photographique qui lui aussi, effectivement, voué à disparaître. Enfin, c'est cette photo papier, ces photos souvent un peu ratées, un peu floues. Et il y a vraiment cette analogie entre cet objet photo et cette vie d'un inconnu sur laquelle on essaie de remettre un peu de lumière une dernière fois, quoi. Alors, ce qui fait aussi très universel également, c'est qu'au travers du film, on voyage un peu partout en France. Il y a la Bretagne, il y a Paris, l'Alsace, la Bourgogne, avec des espaces très différents de ruralité, de centre-ville, de banlieue, des bords de mer, des champs. Est-ce que cette somme de territoire, tu le perçois déjà dans justement le lot de photos qui lance le projet? Oui, absolument. Et ça, pour moi, c'est sans doute un des éléments qui fait que j'ai envie d'aller vers ce lot de photos-là. Parce que quand on cherche notre héros, entre guillemets, moi, je trouve enfin non, même plus, peut-être quatre ou cinq lots de photos. Et je les montre à Zabou d'ailleurs. Donc au début du film, on voit Zabou regarder ce lot de photos-là. Mais ce jour-là, en réalité, et d'ailleurs on les voit sur la table, il y en a trois ou quatre autres. Et donc c'est presque notre casting à ce moment-là. Et puis il y a ce lot qui, évidemment, nous appelle parce qu'il y a le regard de ce garçon qui nous intrigue, qui pour moi est vraiment porteur de mystère. Et moi j'y vois aussi cette géographie, bien sûr. Moi j'adore le road movie. Et je vois que dans ce lot de photos-là, il y a la promesse d'un voyage, quoi. Et beaucoup de ruralité, mais pas que. Et c'est vrai que ça, j'étais assez heureux de. J'avais un peu. En commençant mon enquête, au bout de quelques mois, je voyais que le film était très rural, quoi. Et j'étais assez heureux de voir qu'à un moment donné, le film me rappelait vers Paris, parce que j'avais très envie que le film fasse se télescoper comme ça cette France multiple, quoi. Que ça ne devienne pas juste une sorte de France du passé, entre guillemets. Ouais, qu'on ait vraiment toute la diversité de la France d'aujourd'hui qui traverse le film, quoi. Alors, Florent, on pense souvent qu'un documentaire, on part directement avec la caméra sous le bras, à peine la première idée pondue, mais en fait, c'est souvent beaucoup plus écrit qu'on ne le pense. Mais là, au final, j'ai l'impression que le scénario de la partie documentaire s'écrit quand même au fur et à mesure et que justement, toi, tu es très vite parti avec la caméra. Tu as absolument raison, c'est marrant que tu aies vu ça parce que oui, oui, y avait, pour moi, il n'y avait pas d'autre chose. C'était impossible de faire autrement. C'est aussi parce que c'était vraiment mon moteur, quoi. C'est un peu l'idée de partir à la pêche, quoi. On n'a aucune idée de ce qu'on découvre. S'il avait fallu que je commence à passer des coups de fil, trouver des gens, prendre des rendez-vous pour aller les interroger, enfin, ça ne m'intéressait plus du tout. Je voulais que toutes les rencontres soient le fruit du hasard. Si, si le pitch entre guillemets du film, c'est de se dire que chaque vie mérite d'être racontée, bah, il fallait que chaque personne que je croisais au hasard de ma route, on puisse se dire ça de lui aussi. Lui aussi aurait pu être le héros du film. Donc j'allais pas commencer à faire un casting des gens que je voulais rencontrer. Non, il fallait. Je retrouve une petite maison en bord de mer où le garçon a peut-être passé des vacances. C'est les gens que je vais croiser sur place qui vont devenir des personnages du film, quoi. C'est pas des gens que je vais prévoir de rencontrer. Ils sont là à ce moment-là, je les filme, ils font partie du film et potentiellement j'aurais pu faire un film sur eux aussi. Hmm. Alors dans ce double projet, l'écriture, elle est particulière parce que comme tu le disais tout à l'heure, certains dialogues captés sur le vif
dans le documentaire que tu fais se retrouvent rejoués dans la fiction par des acteurs et c'est assez surprenant toutes ces passerelles qui sont créées entre réel et fiction. Parfois même, comme avec ce monologue au début du film de François Berléand qui marmonne sur la situation de ses enfants, cela apparaît au montage d'abord dans la fiction avant d'être réentendu dans la partie documentaire de manière antéchronologique. Ce qui est assez troublant et pose la question à qui appartiennent les récits. Est-ce qu'ils appartiennent aux gens qui les inspirent, aux gens qui les écrivent, aux gens qui les filment, ou aux gens qui les rejouent, ou même aux gens qui les voient en salle? En fait, peut-être à personne en fin de compte. Et puis, il y a également cette question plus globale, d'où vient l'inspiration? Parce qu'il y a un peu ce cliché de l'écrivain, du scénariste qui écrit la nuit à la bougie, quand lui viendrait l'inspiration de manière un peu magique, alors que le processus d'écriture, il commence souvent par une écoute, une attention, un regard sur certains fragments de la réalité, puis ensuite un vrai travail de bureau avec une restitution dans un objet artistique. J'ai trouvé cela, moi, très touchant, la manière dont vous mettez en scène le chemin parfois souterrain et incertain de l'inspiration. Alors, à quel point cette réflexion sur l'origine de l'écriture est présente au début du projet? Alors, non, au départ, moi, c'est quelque chose qui arrive un peu plus tard, effectivement, cette réutilisation des textes. Mais c'est très beau ce que vous dites sur l'inspiration, parce je sais que quand Zabou m'appelle, elle me dit, enfin, ça apparaît d'ailleurs dans le film, dans une de nos discussions. euh, En fait, en donnant les textes de tous ces inconnus à ces acteurs, elle fait de ces paroles qui ne sont pas destinées à être fixées d'ailleurs, elle en fait des auteurs. Et tous les gens, enfin, une partie des gens que je croise sur la route deviennent, malgré eux, des auteurs. Et c'est vrai que ça pose vraiment la question de l'écriture. Moi, je me demandais pourquoi Zabou était aussi friande de cet exercice-là. Et je pense que Zabou est très très doué pour travailler à partir comment dire, à partir d'un matériau de départ, quoi. D'ailleurs, dans ses fictions aussi, elle a toujours été très inspirée quand elle part d'un roman et quand elle doit se réapproprier une matière. Et donc enfin, pour moi, c'était assez vertigineux de retrouver ces textes, les textes je dis souvent de mes gens entre guillemets, enfin des gens que j'avais croisés, et d'arriver au montage et de les retrouver dits par François Berléand ou Isabelle Nanty. Tout à coup, c'est étonnant comme les mêmes mots prennent une toute autre valeur, quoi. Et je trouve que c'est d'ailleurs, malheureusement, je peux plus faire l'expérience, moi, en voyant le film, puisque je n'ai plus l'effet de surprise. Je ne sais pas ce que ça produit la première fois qu'on comprend ces échos, mais j'ai l'impression que ce premier monologue de François Berléand dont vous parlez, qui est un peu abscon, un peu absurde, on ne sait pas trop de quoi il parle. Enfin, il a tout un discours sur des dictateurs, etc. On peut trouver ça presque un petit peu naïf. Et puis, quand on réentend ce texte porté par une vraie personne, entre guillemets, je trouve qu'on écoute les mots différemment. Oui, oui, bah, moi, c'est exactement l'expérience que j'en ai eue. C'est vrai que la première fois quand j'entends, Berléand dire ça, je me dis: «Waouh, c'est un peu chargé en termes d'écriture, j'aurais un peu plus allégé si c'était moi» et après, du coup, quand je la revois dans la partie documentaire, là, il y a vraiment un effet de sidération, quoi, en me disant: «Mais non, en fait, c'est vraiment ça, ces mots ont vraiment existé et dans cet ordre-là, quoi». Absolument, ouais. Et c'est vrai que souvent, c'est un peu illusoire, quoi, mais souvent on veut comparer le réel et la fiction, mais bah, pour moi, on est à des endroits différents. Il y a toujours quelque chose d'un peu casse-gueule de vouloir faire fonctionner au sein d'une même œuvre documentaire et fiction, parce il y a aussi un déséquilibre entre fiction et documentaire. De fait, là, on demande au spectateur de déplacer un peu son regard en fonction des scènes, quoi. Il y a un il y a un petit exercice comme ça que le spectateur. Enfin, c'est presque un jeu en fait. Ce qui ne fonctionne pas pour moi dans le docu-fiction pur, je trouve que ça fonctionne plutôt pas mal dans Le Garçon parce qu'on associe le spectateur à ce jeu permanent. Et d'ailleurs, c'est pour ça que la construction du film elle-même fait partie du film. Le film qui se fabrique est une strate du film parce que toutes ces questions-là, elles sont portées dans le film. La question de la fiction, du rapport au réel. J'ai l'impression on ne cache rien au spectateur, quoi. On essaie, voilà, il sait quand c'est de la fiction, il sait quand c'est du documentaire, et il sait quand c'est notre tâtonnement essayant de faire fonctionner l'un avec l'autre. Bah, d'ailleurs, le montage, on en parlera tout à l'heure. Là, j'aimerais, évoquer, bah, toute la partie du tournage. La singularité du projet vient aussi que vous êtes dans 2 temporalités de fabrication différentes entre la partie documentaire et fictive. Comme dit précédemment, une partie de ton tournage, Florent,
bien sert d'écriture pour celui de Zabou, et en même temps, quand elle tourne, toi, tu sais déjà ce qu'est devenu ce garçon du titre, mais ça, vous vous interdisez de communiquer dessus. Et je crois que moi, c'est la première fois que j'entends parler d'un film où l'un des co-réalisateurs cache à l'autre le destin du véritable personnage principal dont est inspirée la partie fiction. Bref, ce décalage, c'est pas seulement une contrainte et un état de fait, c'est aussi une source de création, non? Oui, mais ça, c'est vraiment au montage qu'on s'en est rendu compte. Alors pour reprendre juste l'historique du tournage, c'est-à-dire que moi je mène cette première partie de l'enquête pendant 6 mois à peu près, et après je me retrouve bloqué, disons, dans mon travail, et je n'arrive plus à avancer. Mais c'est plus profond que ça, c'est qu'en fait je ne sais plus si j'ai le droit de continuer ce film, quoi. Et j'apprends que Zabou, elle commence à tourner avec ses comédiens. Et donc ça m'oblige moi-même à y retourner, quoi, à essayer de terminer mon enquête documentaire. Et dans ce moment-là, quand elle commence à tourner avec ses comédiens, évidemment, je sais des choses qu'elle ne sait pas et que je n'ai pas le droit de lui dire. Et quand au montage, je lui raconte dans quel état j'étais, Zabou me dit, mais ça, il faut que ce soit dans le film. Il faut que tu racontes ça. Il faut que tu racontes ce moment où toi, tu savais, moi, je ne savais pas. Parce qu'on voyait bien, d'ailleurs, que même dans nos discussions, parfois, avec les gens qu'on croisait, quand on leur parlait de notre projet, le processus de fabrication les intéressait vachement, quoi. Et on s'est dit, oui, bah alors racontons aussi ce film qui se fabrique. Et je sais pas si c'est le seul film, peut-être, hein, mais c'est vrai que on nous parle souvent d'OVNI et d'OVNI, que les gens aient aimé le film ou pas d'ailleurs, on nous dit en tout cas, j'ai jamais vu un film pareil. Je crois que c'est assez vrai. Je sais pas s'il y a d'autres films qui co-réalisés comme ça avec une partie, avec un réalisateur avec une telle asymétrie, disons, dans la manière dont le film se fabrique ou se découvre. J'avais jamais pensé à ça, tiens, c'est marrant. Bah, en tout cas, moi, j'y ai réfléchi pendant un moment et j'ai pas trouvé. C'est vrai, c'est drôle. Ouais. Mais en tout cas, moi, ça m'a mis dans une position un peu difficile parce que très franchement, je voyais aussi Zabou engager d'autres frais et d'autres moyens que moi, puisque elle, sa fiction, même si elle le tourne que sur elle, c'est une semaine de tournage en gros, alors Mhm. que moi, ça m'a pris à peu près 2 ans de travail, enfin d'enquête. Elle engage d'autres moyens, une équipe, des acteurs, etc. Et donc moi, j'étais un peu terrifié de ça, de me dire, est-ce qu'on aura le droit, au final, d'utiliser ces images, et même ces photos d'ailleurs, et si tout ce qu'elle faisait, ça allait finir à la poubelle, quoi. Pour moi, il y a toujours eu ce risque-là. Et c'est peut-être ça qui m'a souvent un peu angoissé vis-à-vis de Zabou. C'était pas du tout Zabou ou son regard, c'était plutôt le fait de est-ce qu'en choisissant ce lot de photos-là, je nous ai pas envoyé dans un mur, quoi. Ça t'a peut-être valu quelques nuits d'insomnie, non? Ouais, un peu, mais en même temps, c'est précisément pour ça qu'on faisait ce film, c'est que ça faisait partie des risques. Et Zabou, elle est toujours très optimiste et peut-être beaucoup plus que moi. Elle était jamais inquiète, quoi. C'est-à-dire quand parfois je lui ai fait part, je lui ai fait, mais enfin, tu crois pas? Et là, elle m'arrêtait, elle disait, mais non, ça ira, t'inquiète pas. Et elle me disait d'ailleurs souvent, t'inquiète pas, au pire, quel que soit l'endroit où ce film nous emmènera, au pire du pire, ce film sera peut-être un petit peu mieux que la moyenne. En tout cas, il a le mérite d'exister, c'est déjà pas mal. Alors, le dispositif de tournage, il est forcément très différent entre un documentaire et une fiction. Du côté documentaire, il n'y a aucun éclairage additionnel, un cadre qui se trouve à l'instant T, une prise de son forcément peu évidente, jamais refaite, à l'opposé d'un plateau de fiction où tout est encadré, répété, etc. La temporalité narrative est également différente. La partie documentaire raconte plusieurs décennies d'existence quand la fiction s'attache à une seule journée dans la vie du fameux garçon. Pour autant, les 2 parties communiquent de manière assez fluide, dans leur aspect formel. J'ai par exemple l'impression que d'un point de vue esthétique, l'image de Zabou rappelle dans certains de ses choix tes images à toi, Florent. Est-ce que cette différence de fait entre vos dispositifs, c'est quelque chose que vous avez anticipé pour ensuite recoller les morceaux et créer une sorte de continuum? Non, alors absolument, absolument pas. Et d'ailleurs, moi j'avais un peu hâte de découvrir la fiction de Zabou, et j'imaginais qu'elle serait partie dans quelque chose de beaucoup, peut-être très différent, enfin, même au niveau de l'étalonnage ou de son image, mais même peut-être du genre, quoi. C'est-à-dire que elle va résolument vers la comédie, vers quelque chose d'un petit peu plus haut en couleur, mais c'est vrai qu'elle n'est pas du tout allée vers. Enfin, si j'extrapole, mais elle aurait pu aller vers le western presque. C'est-à-dire elle reste quand même dans quelque chose d'assez. C'est réaliste sans l'être, quoi. C'est-à-dire qu'elle
Enfin, disons que je pensais que j'allais être plus surpris par son image, qu'elle allait embrasser beaucoup plus résolument la fiction, entre guillemets. Hmm. Certes, il y a beaucoup de mouvements d'appareil, il y a des travelling dans son travail, donc elle est quand même évidemment dans une grammaire de fiction, mais je m'attendais peut-être à ce qu'elle aille plus loin, justement pour créer un décalage plus grand entre fiction et documentaire. Mais ça, je pense que c'est aussi l'élégance de Zabou, c'est-à-dire que sa fiction est un peu en retrait, c'est-à-dire qu'on le voit même dans le montage, c'est que petit à petit, finalement, la fiction s'estompe au profit du documentaire. Et je crois que ça, c'est vraiment quelque chose qu'elle a voulu. Moi, au départ, j'imaginais qu'elle aurait pris une fiction qui aurait pris beaucoup de place, avec un vrai récit, avec beaucoup de péripéties, entre guillemets, et que j'allais insérer mon documentaire dans sa fiction. Or, elle a fait l'inverse. C'est-à-dire que Zabou, elle a créé des petits fragments de fiction, et c'est ces fragments de fiction qu'on a insérés dans le documentaire. Et en fait, ça nous a quand même beaucoup aidé au montage. C'est-à-dire que tout à coup, je me suis dit que si elle avait écrit une histoire avec beaucoup plus d'enjeux, etc., peut-être que ça aurait été beaucoup plus difficile justement de trouver une unité à l'ensemble. Hmm. En réalité, ce que choisit Zabou dans sa fiction, c'est surtout d'imaginer le contre-champ et le hors-champ des photos, puisqu'elle sélectionne 5-6 clichés et elle imagine les moments qui ont entouré ces photos, quoi. Ce qui est marrant, c'est que on ressent que vous n'avez pas la même posture en tant que elle, réalisatrice de fiction, où tout fait histoire, tout est mis en scène, même soi-même, et de l'autre, le documentariste que tu es, qui va rendre compte du réel, s'effaçant derrière sa caméra le plus possible. D'ailleurs, dans Honk et Lindy Lou, tes précédents documentaires que j'ai pu voir, Florent, on ne t'entend ni te voit jamais, que ce soit par une voix off ou des amorces durant des entretiens. Par contre, ici, vous faites le choix de participer pleinement à la narration, presque comme des personnages à part entière. C'était un choix évident pour toi d'intégrer le film? Pas du tout. Enfin, oui, oui, non, tu as bien vu, hein. C'est vrai que moi j'ai beaucoup de mal j'ai beaucoup de mal à exister. Et ça, c'est vraiment la chance de co-réaliser un film, et notamment avec Zabou. Et c'est vraiment Zabou qui m'a mis en avant, enfin qui a tenu à ce que je sois dans le film. Et c'est venu d'ailleurs avec une scène que j'aime beaucoup dans le film, qui est un moment où on se retrouve chez une dame donc, qui nous accueille et qui, tout à coup, en nous voyant travailler avec mon ingénieur du son, elle nous prend en photo. Et comme l'objet photo, évidemment, c'est un peu la matrice de notre film, quand Zabou voit ces rushs de cette dame qui sort sur le palier de sa porte et nous prend en photo à distance, me dit, mais elle est où cette photo? Je dis, je sais pas, il faudrait que je lui demande. Cette dame s'appelle Hélène, donc j'appelle Hélène et Hélène m'envoie la photo. Et à partir de ce moment-là, on met la photo dans le film, bien sûr, et tout à coup, on me voit avec mon ingénieur du son filmant cette femme. Il y a un petit côté arroseur arrosé, quoi. Et à partir de là, j'ai l'impression que pour Zabou, c'est une manière de me dire, bah voilà, maintenant que tu es dans le film, il faut que tu y sois, assume d'y être, quoi. Et je sais que parfois, quand elle voyait des rushs, souvent elle entendait ma voix quand j'échangeais avec les gens, et elle était très friande de ça. Zabou, elle me disait, mais non, mais ça c'est vachement bien, il faut le laisser absolument, il faut garder ça. À tel point que parfois j'avais un peu peur de lui montrer des rushs parce que j'avais peur qu'elle veuille me faire apparaître partout dans les scènes. Parce qu'effectivement, moi j'aime bien me cacher. Mais cela dit, Zabou est dans le film aussi, puisque moi, la première scène documentaire que je filme, en réalité, c'est Zabou qui ouvre les photos. Donc instinctivement, dès la première scène documentaire, entre guillemets, que je filme, c'est elle qui est au centre. Et donc c'est comme si, dès le départ, on avait un peu préécrit le fait que nous, fabriquant le film, c'était déjà là, quoi. Alors, dans ta partie documentaire, Florent, il y a souvent des sortes d'apartés, comme si l'on quittait la narration, l'enjeu premier du film, pour rentrer dans le genre humain. Ce qui offre des moments drôles, parfois même déchirants, comme cette vieille dame qui se met à chanter Il est mort le soleil quand tu m'as quitté de Nicoletta, ou cet homme qui te demande si tu veux voir des photos dédicacées, puis rentre chez lui et revient, ou encore cette autre femme qui reste sur son palier pour discuter avec vous en ouvrant et en fermant plusieurs fois sa porte, sans que toi tu coupes la caméra. Et ce plan long, dans un couloir d'immeuble, il est symptomatique d'une attention particulière portée à l'être humain. La plupart des réalisateurs auraient, j'imagine, arrêté la caméra, ou sinon au montage, ils auraient tout simplement béné la scène. Là, tu ne coupes pas ta caméra et en plus, tu restitues ce moment dans son intégralité. Je trouve ça beau comme geste cinématographique parce que tu captes la vie et tu mets l'humain au centre. Comment tu définirais ta manière et ta philosophie de tournage? Moi, en fait, à chaque fois, j'espère qu'une rencontre va avoir lieu, quoi. Et c'est pas toujours le cas,
Mais en fait, souvent, il y a une rencontre. Et la rencontre, elle se fait toujours à un moment inattendu. Donc j'apprends à être patient et je coupe pas, quoi. Et j'évite de bouger. Après, peut-être que j'ai peut-être un peu trop regardé de pardon, que j'admire beaucoup. Mais je me souviens que lui dit ça, d'ailleurs. Il dit, je suis là, je bouge pas, quoi. Et ça, avec le temps, quoi, j'apprends un peu à faire ça. Moi qui bougeais tout le temps, qui était toujours impatient, qui pensait toujours être au mauvais endroit. Maintenant, j'en fais mon parti, quoi. Je me dis, bon, bah, je suis là, ça se passera là, je bouge plus, et puis on verra bien. En tout cas, voilà, et j'espère donc qu'il y ait cette rencontre, et idéalement un petit accident, quoi. Un petit accident, c'est-à-dire quelque chose qui n'est pas l'objet de notre rencontre première. Parce qu'évidemment, quand j'approche les gens, j'ai un sujet, entre guillemets. Là, c'est des inconnus, et je leur montre mes photos, et puis je prétends un peu que ce qui m'intéresse, c'est qu'ils m'aident à faire avancer mon enquête. Et c'est là qu'il y a une petite asymétrie entre moi et eux, c'est qu'eux pensent vraiment qu'ils vont m'aider pour l'enquête, mais ce qu'ils savent peut-être pas toujours, c'est qu'en fait, moi, ce que j'espère, c'est au-delà de l'enquête, qui est un peu accessoire, j'espère qu'il y ait une rencontre qui va avoir lieu et que ce qui va se dévoiler, c'est une partie de leur, enfin, non pas de leur humanité, mais de leur, quelque chose qui nous raconte, quoi. Hmm. Et c'est marrant, ça se produit jamais au bon moment. Par exemple, il y a plein de moments où j'étais persuadé que je tombais sur la personne qui allait me faire avancer l'enquête. Et en fait, ça n'a jamais été le cas. Et finalement, le jour où je croise la personne qui va vraiment faire avancer mon enquête, c'est vraiment la dernière personne que j'imagine, quoi. C'est quelqu'un, je la filme à peine parce que je me dis, mais qu'est-ce que je suis en train de perdre mon temps, quoi. Et paf, c'est là que ça se passe. Donc, il y a ce truc dans le documentaire d'être toujours, c'est pas à l'affût, quoi, mais ça se passe jamais au moment où on le pense. Et moi, c'est ça que j'adore. En tout cas, je trouve que ce rapport très authentique aux gens et en tout cas, moi, je l'ai ressenti, de manière très forte. En fait, ce qu'on soupçonne pas, c'est, comment dire, c'est un de mes moteurs en faisant ce film, parce que c'est la première fois que je faisais un documentaire en France, en fait. Et dans la France d'aujourd'hui, qui nous montre des gens assez atroces sur CNews tous les jours, ben, j'avais assez envie de ça, quoi, d'arriver à montrer qu'il y avait une chouette humanité en chacun de nous, quoi. C'est peut-être un petit peu naïf, mais vraiment, j'avais assez envie de ça, ouais. Et je trouve qu'il y a toujours un moment où les gens se révèlent et révèlent une part d'eux-mêmes qui est incroyable, quoi, à condition d'avoir le temps. Enfin, il y a une poésie quand même chez les gens qui, moi, m'a sidéré. Jamais j'aurais les mots les paroles que j'ai entendues pendant le tournage de ce film. Moi, jamais j'aurais ces mots-là, quoi. Et c'est le documentaire qui permet ça aussi, et peut-être aussi la caméra. C'est-à-dire que, justement, en faisant des films aux États-Unis, moi, j'étais persuadé que c'était facile aux États-Unis parce que les gens ont envie de parler, c'est assez simple, quoi. Et la caméra agit un peu comme un moteur. Ça tourne et les gens se racontent. Et j'étais persuadé qu'en France, ça allait être beaucoup plus compliqué. Et en fait, pas du tout. Je pense vraiment que la caméra, au lieu d'inhiber, parfois, elle permet la parole beaucoup, beaucoup. Mmh. Alors, la première partie sous forme d'enquête, elle est très ludique. Tu cherches, tu cherches, tu cherches et les remarques de Zabou captées en live nous incluent dans cette recherche. Puis aux 2 tiers du film, ça bascule dans autre chose. Une fois que la piste est trouvée, qu'un carnet permet de tout relier, on bascule dans une matière qui est beaucoup plus émotionnelle. Ce moment tant espéré, est-ce qu'il y avait de l'appréhension au tournage, dans la manière dont il allait révolutionner votre approche du projet? Oui, alors c'est sûr qu'une fois que je retrouve sa trace, et une fois que donc je découvre que cet homme n'est plus parmi nous, déjà, moi, je suis à l'arrêt pendant quasiment un an. C'est-à-dire que je ne sais plus si je peux faire ce film. Et puis, je comprends qu'en fait, il ne s'agit plus d'avoir son autorisation à lui, quoi. Il n'y a que moi qui peux. Voilà. Est-ce que je me permets d'évoquer cet homme sans son accord, quoi. Donc la décision, elle est entièrement mienne, et finalement, je décide d'y aller. Un peu aidé, c'est vrai, par une amie à lui qui n'est pas dans le film et qui refuse absolument d'être filmée, mais qui me dit faites-le. Faites-le, il aurait adoré. Et donc je me raccroche un peu à ça pour m'autoriser le fait d'aller un peu explorer la vie de ce garçon. Et moi, c'est à passer dans cette partie-là que je m'attache à lui. Vraiment, vraiment beaucoup. Voilà. Et puis, moi, il y a un sujet qui me trouble et qui est une grande partie de ce dernier tiers du film, c'est la façon dont cet homme, à multiples reprises, s'extrait du monde, quoi, se met en retrait. Et là, moi, j'y vois un sujet qui m'intrigue beaucoup, qui me touche, et je décide, moi, d'orienter un peu plus mon enquête
autour de cette question-là, en sachant qu'il y a une forme d'injustice, puisque sa vie, comme le dit très bien un de ses neveux, là, sa vie ne se résume pas aux 5 dernières années, quoi. D'ailleurs, à propos des comédiens de la partie de Zabou, pour l'acteur qui incarne justement cet homme que tu recherches, ait choisi un comédien de théâtre, Temien Soubirov, dont c'est le premier rôle au cinéma. C'était important d'avoir quelqu'un qui ne soit pas identifié sur grand écran pour jouer ce rôle-là, parce que au contraire, les parents, eux, sont des acteurs qui sont très identifiés. Isabelle Nanty, François Berléand. Là a été joué une forme de familiarité avec ce casting. Bref, comment ce casting globalement a été réfléchi? Oui, alors pour Zabou, je crois que c'était très important de prendre des acteurs connus, donc François Berléand et Isabelle Nanty, justement pour qu'il y ait cette démarcation très claire entre le documentaire et la fiction, pour que résolument on soit pleinement dans la fiction et qu'il n'y ait pas ce doute d'être sur une fiction presque un peu documentaire avec des inconnus, quoi. Donc elle tenait à ce que ce soit des acteurs connus et populaires. Pour elle, c'était important. En ce qui concerne Damien Sobiraf, je pense qu'elle avait travaillé avec lui et il lui fallait un jeune comédien. Elle avait tellement ce regard très clair de ce garçon sur les photos qu'elle l'a tout de suite relié à Damien. Et je pense que c'est vraiment la couleur de ses yeux qui a été un de ses. Je pense que ça a dû faire tilt dans sa tête et elle a dû penser à lui. Et après, Zabou vous dira que ça l'amusait aussi beaucoup que ce soit Damien parce qu'elle trouve qu'il me ressemble un peu. Et d'ailleurs, c'est vrai qu'il y a des spectateurs parfois à la sortie de la salle me disent qu'ils ont pensé que c'était moi. Alors qu'il est beaucoup plus jeune. Je le prends comme un compliment. Et ce qu'elle dit aussi, en tout cas de François Berléand et Isabelle Nanty, qu'elle connaît bien, c'est c'est des artistes complets. C'est-à-dire que pour elle, ils sont évidemment tout de suite partants pour sauter dans l'inconnu, participer à un film sans avoir aucune idée de ce que sera le film à la fin, puisque ils ont juste ces quelques textes sur lesquels se raccrocher que Zabou leur donne. Mais il n'y a pas de scénario en réalité, et certainement pas le scénario global de ce que le film sera. Et puis il y a aussi jouer des gens, des vrais gens entre guillemets, et tout ce que ça comporte. Je sais que c'est quelque chose qui... Enfin, François Berléand, lui, il était complètement dithyrambique sur ce projet et sur les photos. Parce que Zabou leur avait donné bien sûr toutes les photos, donc ils ont scruté les photos et François Berléand le premier, il avait tout repéré dans la famille. Il avait repéré beaucoup plus de choses que Zabou d'ailleurs. Zabou me disait mais il a mieux travaillé que moi. Il avait repéré par contre, enfin il avait retrouvé plein de choses. Il s'était raconté plein de choses sur les photos qu'il avait vu, des détails que Zabou n'avait même pas remarqué, quoi. Alors, on va enchaîner sur la partie post-prod, mais déjà, c'est bizarre à expliquer, Florent, mais j'ai l'impression que tu tournes un peu comme un monteur, comme si tu voyais déjà la matière que tu es en train de filmer, ce qu'elle va donner sur ton banc de montage et les plans il te faudrait pour monter tes séquences. Mon ressenti, c'est qu'il y a toujours le bon plan au bon moment et que tout est très fluide. J'ai d'ailleurs aussi eu cette impression en voyant Honk et Lindy Lou. À quel point tu réfléchis déjà le montage au moment du tournage? Je sais pas si je le réfléchis, mais disons que je suis toujours très angoissé de ne pas avoir la matière au montage. Parce que, évidemment, quand on est monteur, et c'est mon métier premier, c'est toujours un peu douloureux quand on n'a pas la matière ou pas assez de matière. Donc j'essaie toujours de quitter chaque rencontre, parce qu'en fait chaque rencontre elle est unique, hein. Les gens que je croise, je les vois qu'une fois généralement. Et donc quand je quitte ces gens, j'espère que j'ai de quoi monter, quoi. Et donc c'est juste ça, quoi, que je garde en tête. J'essaie toujours de retenir un peu le temps et de retenir la rencontre et de la faire durer un peu plus. Je sais que les choses se disent d'une certaine manière et puis la discussion part sur autre chose et puis un peu plus tard dans la discussion, quelque chose va revenir sur ce sujet qu'on a évoqué au début et puis tiens, ça va peut-être pouvoir me servir pour cette première partie. Enfin, il y a quelque chose comme ça de l'ordre de... Tu dis tourner autour, mais c'est exactement ça. Moi, j'ai l'impression chaque rencontre, en fait, on va pas brosser 10 000 sujets. En fait, on va garder la scène pour une seule chose, quoi. Il y a un moment dans la scène qui, pour moi, devient la scène. Et donc, à partir du moment où j'arrive à identifier ça quand je tourne, et ben alors j'essaie de nourrir ce moment-là, quoi. Tu vois, un peu la différence entre fiction et documentaire peut-être est là. Tu disais tout est très cadré en fiction et mis en scène, et t'as raison. Pour moi, le documentaire est vraiment l'inverse, quoi. C'est-à-dire que
Moi, je l'aborde vraiment comme une moisson, quoi. Je moissonne, quoi. On rassemble, on filme, on rassemble de la matière, et puis la scène émergera de tout ce qu'on a rapporté, quoi. Elle n'est pas préécrite. Eh ben, justement, Florent, donc à la base, tu es monteur, donc j'imagine que c'était toi qui étais aux manettes du montage du film. Comment ça s'est passé et est-ce que on monte différemment une matière qu'on connaît parce qu'on l'a filmée soi-même, d'une matière qu'on découvre sur le banc de montage, qui était le cas pour toute la partie, fictionnelle? Moi, je dirais pas que j'aborde différemment une matière ramenée par quelqu'un d'autre que par moi-même. La vraie différence, c'est que ce qui est difficile parfois, et particulièrement dans le montage documentaire, quand on travaille avec un réalisateur, c'est on n'a pas toujours le même regard. C'est que je suis quand même quand je suis monteur, je suis au service du regard d'un réalisateur. Et parfois, je ne partage pas son regard. C'est-à-dire, parfois, je ne vois pas forcément la même chose dans les scènes. Parfois, je ne suis pas vraiment intéressé par la même chose que lui dans les scènes documentaires qu'il ramène. Donc, il y a tout ce long travail, je trouve, quand on est monteur, particulièrement en documentaire, un peu d'accorder nos violons, quoi, sur ce que le film va être, sur ce qu'il doit être, sur ce qu'il peut être avec la matière qui a été ramenée. Et ça, je trouve que ça prend du temps. Quand je suis moi le réalisateur et que je monte ma matière, c'est difficile parce que j'ai pas de recul et je doute beaucoup, mais par contre, euh, je sais assez vite là où je veux emmener une scène, quoi, et ce que je veux que la Mmh. scène raconte, ou ce que je veux garder d'une scène. Donc ça, c'était un peu plus simple, et puis avec le regard de Zabou aussi, parce que la chance qu'on a avec Zabou, c'est qu'on s'entend bien et on a les mêmes goûts, quoi. On aime les mêmes choses en documentaire, mais aussi en fiction. Même sur le sens de l'humour, enfin, je pense qu'on rit à peu près au même truc. Et ça, c'est quand même un gros avantage. Je pense que ça va être assez terrible de co-réaliser un film avec quelqu'un avec qui on est très différent. Et ça se fait, et ça peut faire des super films d'ailleurs, mais à ce moment-là, c'est un autre travail. Là, le montage a été long et compliqué parce qu'il fallait qu'on lui trouve sa forme. Mais en revanche, sur le fond, sur ce qu'on voulait dire, sur la manière dont finalement les gens qu'on a croisés ont emmené le film vers ces thématiques un peu plus existentielles, ça s'est fait finalement assez naturellement. Il y Hmm. a une chose qui a beaucoup changé, c'est qu'au départ, il y avait vraiment toute la partie fiction dans une première partie, puis le documentaire ensuite, et voilà, ça c'est quelque chose qu'on a remis en question finalement assez vite, mais je crois qu'au départ, il y avait un peu eu cette idée-là, quoi. Mmh. Alors, le premier choix de montage auquel on est confronté souvent, c'est celui de respecter la chronologie de tournage ou de la remonter selon une sorte de dramaturgie. Je m'explique. Le premier lieu de recherche au montage, dans le film fini qu'on voit, c'est la Cigogne Basque, un ancien restaurant dans Paris. Or, si tu avais trouvé le garçon des photos dès ce moment-là, l'enjeu de la première partie du film tombe à plat. Et ce qui marche particulièrement bien, je trouve, c'est que tu mets du temps à le trouver. Ce qui crée une sorte de tension narrative. L'aspect jeu de piste, entre guillemets, est vraiment très efficace. D'ailleurs, le lien se fait finalement par un mariage annulé entre le frère aîné de sa famille et une fille d'un village de vacances où cette famille allait. Or, le nom du village était au dos d'une des photos. Donc, a priori, avec le recul, je me dis, tiens, mais ce village, c'était peut-être pas le plus compliqué à retrouver. Bref, à quel point toi tu as reconstruit, resculpté le récit de ton enquête au montage? Ouais, tu as raison. C'est marrant que tu aies vu ça et t'as suivi parce que pour bien comprendre que c'était le frère aîné, c'est c'est pas si simple à la première vision. Oui, oui, alors en tout cas, tu touches du doigt un vrai sujet. J'étais très angoissé à l'idée de retrouver trop vite. Je tenais au tâtonnement, je tenais à ce que dans cette partie de recherche, on puisse. J'ai le temps, disons, de faire exister ce garçon avec le regard des gens que j'allais croiser. Donc j'avais peur de le retrouver trop vite. La première étape que j'ai faite, moi, c'est avant de tourner, la seule chose que j'ai faite, c'est explorer les photos et voir tous les indices que j'avais et les isoler. Et donc j'ai retrouvé effectivement un village en Alsace, une petite maison en bord de mer en Normandie. Il y avait ce nom de village qui apparaissait au dos d'une photo et il y avait ce restaurant à Paris. Après, il me fallait un ordre de tournage. Et là, pour le coup, l'ordre du film, et c'est peut-être une chance, c'est que j'ai effectivement procédé dans cet ordre-là. C'est-à-dire d'abord la Normandie, puis l'Alsace,
puis Paris, et j'ai fini par la Bourgogne. Et effectivement, c'est en Bourgogne que j'ai retrouvé leurs traces. J'aurais pu effectivement commencer par ce village. Pourquoi je ne l'ai Mhm. pas fait, je ne sais pas. Peut-être parce que quand j'ai retrouvé cette maison en bord de mer, j'étais tellement... Enfin, j'étais tout seul chez moi, mais c'était une sorte de victoire, quoi. J'en revenais pas d'avoir retrouvé cette petite baraque, que j'ai tout de suite voulu y aller, donc c'était mon point de départ. Donc le film, effectivement, reproduit à peu près la chronologie de l'enquête. Une des premières scènes d'enquête. Non, effectivement, il y a Paris avec cette cigogne basque qui ne donne rien. Mais en réalité, Mhm. si je vais au bout, si j'étais allé au registre du commerce, j'aurais peut-être pu retrouver qui à l'époque Mhm. avait tenu ce café. Mais j'avais pas envie de ça. Enfin, il s'agissait pas pour moi de procéder de cette manière-là pour le film. Je voulais vraiment que le film, que l'enquête se mène par la caméra, quoi, et par des rencontres. Et idéalement, pas avec moi en voix off qui commente mes démarches, quoi. Et en revanche, oui, non, en revanche, sur la manière dont les choses se déroulent, dont je retrouve ensuite vraiment sa trace, c'est la réalité. Et vous évoquez cette femme qui chante S'il est mort le soleil. Pour moi, c'est vraiment le moment de bascule dans mon tournage. C'est-à-dire que tout à coup, ce garçon un peu lointain, dont je ne sais pas si je retrouve la trace, la manière dont j'entre dans sa vie, entre guillemets, enfin dans la vie ou dans sa famille proche, c'est en fait par un secret de famille, quoi. Mhm. Et pour moi, il y a quelque chose d'assez vertigineux de me dire, enfin, je filme cette femme qui me raconte ce mariage qui n'a pas eu lieu, alors qu'elle était enceinte, cet enfant qui est né, qui n'aura jamais... Et là, tout à coup, je me dis, mais qu'est-ce que je fous là, quoi? Qu'est-ce que je fais dans le salon de cette femme? Elle ne me connaît pas et elle me raconte son souvenir le plus intime et sans doute le plus douloureux de sa vie. De quel droit je suis là? Et c'est Mhm. après cette rencontre que je m'arrête, quoi. Et que je me dis, je sais pas si je vais pouvoir aller plus loin. Mhm. D'ailleurs, juste avant cette scène avec Il est mort le soleil, à peu près quasiment 1 heure de film, il y a bah, la première personne qui le reconnaît. Il y a quelqu'un qui dit si, je les connais. Et là, pour moi, en tant que spectateur, il y a comme vraiment une libération. Cela me fait ressentir rétrospectivement à quel point ce jeu de piste, comme dit précédemment, est efficace. Cela fait aussi coïncider au montage le moment où toi, Florent, tu découvres les images tournées par Zabou et qu'elle explique ses choix artistiques à partir des photos de départ, puisqu'elle ne connaissait pas les détails de ton travail. Clairement, c'est un gros nœud narratif et dramaturgique qui relie les 2 récits, le fictif et les documentaires. Cela fait également basculer le film. Après, je me suis dit: «Tiens, ça aurait presque pu arriver plus tôt ou plus tard», bref, sur la structure globale du montage, comment tu as réfléchi ce basculement? Ouais, c'est une très bonne question parce que, évidemment, on avait un premier montage très 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 long. Et il fallait, enfin, très, très, oui, ça faisait plus de 2 heures, quoi. Et il fallait un peu négocier ce virage, cette bascule-là, quoi. Ce qui était compliqué à négocier, c'est que je voulais que le spectateur se dise à un moment, ok, ils vont jamais trouver. Et que ce soit précisément à ce moment-là qu'en fait, oui, on retrouve la trace. Mais bon, quand on est comme ça sur le banc de montage, collé au montage avec Zabou, on peut se raconter ce qu'on veut. En fait, on n'en sait rien, quoi. On ne sait pas si ça fonctionne. C'est que quand on a fait venir des gens au montage pour leur montrer le film, enfin des premiers montages du film, qu'on a commencé à percevoir si c'était le bon moment, si c'était trop tard. Et voilà, et c'était d'ailleurs trop tard. Les gens disaient, bon, ça, enfin, on sentait on avait un peu trop de tâtonnement, quoi. Donc il fallait à la fois garder du tâtonnement, sans que ça devienne redondant, pénible. Et ça l'est sans doute un peu, hein, mais effectivement, on aurait pu le mettre beaucoup plus tôt. Et je sais que quand je regarde le film avec le public, parfois je stresse un peu en me disant mince, ça arrive trop tard. Mais je crois qu'on est récompensé. Je sais pas comment dire. Il y a ce truc de quand on passe un petit obstacle et qui a été un peu difficile, après on est content quand le ciel se dégage, quoi. C'est un peu comme quand on est dans un roman un peu ardu, quoi, avec une écriture un peu dure. Les 50 premières pages sont un peu difficiles, et puis une fois qu'on les a dépassées, il y a quelque chose d'assez. C'est un peu comme une petite récompense, quoi. Il y a un peu ça, quoi. Oui, oui, non, mais c'est clair que le moment de bascule, moi, il y a vraiment eu aussi un soulagement de spectateur, quoi. Il y a du soulagement, c'est vrai, mais il y a Mmh. aussi après l'angoisse de se dire bon, bah ok, maintenant qu'ils ont retrouvé, ça va être quoi le film? Parce que c'est là que moi, il me semblait que le plus compliqué, ça allait être effectivement après, quoi. C'est-à-dire que tant qu'on est en tension et qu'on essaie de le retrouver, euh, il y a une dramaturgie, mais le risque, c'est qu'après, une fois qu'on le retrouve, ça puisse être très déceptif. Donc je savais que Mmh pour mh. moi, le gros enjeu, c'était plutôt sur le dernier tiers du film.
Bah, d'ailleurs, justement, dans ce dernier tiers du film, vous décidez de ne pas surligner la découverte de l'homosexualité du garçon que vous découvrez ou même, la déchéance dans laquelle il finit malheureusement sa vie. C'est évoqué, mais pas surreprésenté, d'autant que la partie fiction atténue le documentaire en rendant le film assez lumineux dans sa dernière partie, comme un pansement qui vient réparer les blessures de la vie de cet homme, ou en tout cas de la fin de vie de cet homme. Vous aviez le souci de ne pas tomber, toi et Zabou, trop bas dans la cruauté de la réalité, de ne pas surdramatiser son destin? Ah, c'est super beau ce que tu dis sur le pansement. Oui, évidemment, c'est-à-dire on a eu une version de montage où vraiment c'était trop, quoi. Ça devenait. J'ai l'impression qu'on allait vraiment creuser la misère de cet homme, quoi. Et Zabou, la première, c'est surtout Zabou d'ailleurs qui disait non, là c'est trop, quoi. On en a trop, on a compris. À un moment donné, on a compris qu'il y a une forme de lâcher prise et de déchéance. Et donc on a tout fait pour que ce soit, évidemment, que ce soit là, que ce soit dit, sans sans que ce soit surligné ou que ça devienne voyeur, quoi. Et on perdait un peu la fiction à la fin du film. Et moi, j'interrogeais beaucoup Zabou sur sa fiction, mais pourquoi tu as choisi de raconter ça? Pourquoi cette scène? Pourquoi ce voyage? À ton avis, ce voyage, ils vont où? C'est parce qu'elle les filme donc dans un train ou un car, on peut voir ce qu'on veut. Ils sont en train de partir avec son ami quelque part et on ne savait pas où ils allaient. Donc moi, j'arrêtais pas de la questionner. Et j'aimais bien que Zabou prenne la parole. C'est-à-dire que je trouvais qu'on ouvrait le film avec elle et à la fin, Zabou disparaissait. Et j'ai adoré qu'à un moment donné au montage, Zabou, un peu devant le destin de cet homme, le rattrape par la fiction, quoi. Comme tu dis, c'est ce qu'elle dit à la fin, que je trouve très beau. Elle dit, bah, moi, le mien, il n'aura pas ce destin-là. Le mien, il sera heureux, le mien, il vivra. Mmh. Et il y a quelque chose que je trouve, effectivement, qui atténue la douleur du film. Parce que quand Zabou avait découvert le parcours de ce garçon, elle m'avait dit, mais ça va être, on va sortir de là, on va être en miettes, quoi, à la fin du film. Et en fait, je ne trouve pas. Les spectateurs d'ailleurs nous disent que le film fait du bien. Et c'est quelque chose que j'ai eu du mal à comprendre, comment ce parcours de vie-là, finalement, redonne. Les gens me disent que c'est un film qui redonne foi en l'humanité, entre guillemets, mais il y a un peu de ça, quoi. Et je trouve que Zabou participe de ça quand dans la fiction, elle lui promet. Voilà, elle le sauve par la fiction, quoi. Et je trouve que c'est très Mmh. beau. Et surtout, la fiction, voilà, dans la fiction, il sera toujours vivant, quoi. Il y a quelque chose de cet ordre-là. La fiction, c'est vraiment un pied de nez. Un pied de nez. D'ailleurs, parfois, ça nous rappelait un peu le film de Tarantino, là, Once Upon a Time in Hollywood, où il y avait ce truc de. La fiction peut tout se permettre, quoi. Bah, la fiction peut aussi Mmh. se permettre de sauver quelqu'un qui s'en sortira pas, quoi. Mais d'ailleurs, le ton du film, globalement, il est assez joyeux quand même. Il y a pas mal de ressorts de comédie, plus précisément même du comique de montage. Par exemple, il y a plusieurs fois cet enchaînement, de quelqu'un qui dit: «Ah mais, cette voisine, elle est là depuis, tellement longtemps, je suis sûr qu'elle saura qui c'est» et là, cut de montage, puis on voit la personne en question qui dit: «Ah bah non, je connais pas». Donc il y a une vraie intention de créer des situations de comédie. Faire un film tout simplement un peu aussi drôle et léger, pas seulement dans l'émotion qui est très puissante, c'était une des directions de montage au départ où ça s'est imposé pour équilibrer la réalité qui s'est révélée assez dure? Je, enfin, ça s'est pas imposé après coup. En tout cas, euh, oui, ça nous a sans doute un peu poussé à l'accentuer, ouais, dans une deuxième partie au montage. Mais ça, vraiment, pour le coup, c'est vraiment un Zabou. Zabou, elle a pas peur de ça du tout. Et moi, je la remercie parce que je suis toujours un peu plus précautionneux aussi, peut-être parce que ce sont des gens que j'ai croisés. J'ai toujours peur peut-être, pas de les abîmer, mais de susciter du rire par la parole des gens que j'ai croisés. Moi, je suis toujours un petit peu réticent, quoi. Mmh. Bon, alors cette dame à sa fenêtre, bien sûr, ça j'ai aucun problème, mais c'est Zabou aussi qui a tenu à ce qu'on le fasse avec cette dame qui devait se marier. Et l'entrée dans la scène de cette femme suscite un rire, quoi. Et je sais que moi, je me suis dit, t'es sûr, ça va pas être un peu trop, parce que c'est quand même, en fait, tellement douloureux. Et en fait, quand on est dans la salle, je suis assez. J'adore ce moment. C'est-à-dire qu'il y a vraiment. Le public rit dès que la scène s'ouvre. Quand elle dit 10 jours avant le mariage, il m'a laissé tomber. Et 4 secondes après, c'est comme si le public se rattrapait, quoi. Et là, ça devient totalement silencieux dans la salle. Parce que, passé le rire, on réalise que derrière, il y a une histoire terrible, quoi.
Et Hmm. je trouve que ça, en fait, c'est ce qui nous plaît avec Zabou, c'est que enfin, la vie est vraiment ça, quoi. Comment faire un film sur nos vies en niant le rire, quoi, en niant la comédie de la vie qu'on croise tous les jours dans nos vies, dans la rue. Évidemment que le rire est là en permanence, évidemment que l'absurde est à chaque coin de rue, et évidemment que ça devait être dans le film. Ça pouvait pas être autrement. Moi, voilà, je suis pas inquiet de ça. J'aurais peut-être pas seul osé aller parfois aussi loin que Zabou ose le faire, mais c'est pour ça que c'est un co-montage et que c'est une co-réalisation. Et ça, je trouve que c'est formidable. Ouais. Elle le fait à un autre moment, Zabou. Il y a cette femme qui se souvient qui parle de ce garçon qui avait 5 trous de balle. Je sais pas si tu te souviens de ça. Ouais, tout à fait, ouais. Évidemment, elle allait jusqu'au bout de son raisonnement et Zabou me dit, mais non, c'est beaucoup plus drôle de couper le 5e trou de balle. Et effectivement, elle avait absolument raison, quoi. Et dans la salle, ce moment est très joyeux. Et comme c'est un moment où on apprend que c'est particulièrement difficile pour le garçon, évidemment que ça rééquilibre et que ça fait du bien. Après, on est Hmm. persuadé avec Zabou aussi que le- l'émotion vient d'autant plus qu'il y a eu du rire avant, quoi. Ouais, tout à fait, je suis complètement d'accord. Alors, en général, dans une fabrication de film, on essaye autant qu'on peut de ne pas révéler les secrets de fabrication, de ne pas montrer les coutures, comme on dit. Et là, j'ai rarement vu un film autant s'ouvrir sur lui-même. Par exemple, j'ai beau chercher, je ne trouve pas de film dont la propre salle de montage devient un lieu de tournage qui s'inclut au film et où les réalisateurs se questionnent devant la caméra sur ce qu'ils sont ou ce qu'ils ont filmé. Moi, ça m'intéresse beaucoup, évidemment, mais est-ce que vous êtes fixé à un moment des limites pour éviter que le film devienne trop son propre sujet. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, bien, je vois très bien ce que tu veux dire. Et d'ailleurs, c'est une critique qu'on peut faire au film, hein, de dire en fait ce qui les intéresse, c'est plus leur film que ce garçon. J'ai l'impression aussi que il y a peut-être une volonté de notre part et de la part de Zabou, peut-être même plus que moi, de se dire, enfin, d'affirmer quoi. Oui, on a le droit de faire ça, quoi. On a le droit de faire un film comme ça. Zabou, elle a souffert sur son premier film, sur Se souvenir des belles choses. Je crois que sa première distributrice, quand elle a vu le montage du film, lui a dit je sortirai jamais ce film. Sous-entendu, en gros, c'est un truc abominable, quoi. Et ça l'a beaucoup marqué, quoi. C'est comme si elle s'est toujours retrouvée dans son parcours de cinéaste face à des gens qui lui disaient non mais t'as pas le droit de faire ça, quoi. Mmh. Et cette idée qu'il y aurait une police du cinéma, quoi. Des choses interdites au cinéma, des choses qu'on n'a pas le droit de faire. Et elle s'inscrit toujours contre ça, Zabou, je trouve. Et je pense que le fait que le film raconte autant sa fabrication et nos tâtonnements, et que malgré tout, ça fasse un film et ça fasse partie du film, je pense que c'est aussi un peu une manière pour Zabou et moi de dire ouais, c'est autorisé, quoi. Mmh. Et d'ailleurs, on était très heureux à une projection un jour. Il y avait une jeune fille au premier rang, je crois qu'elle était étudiante, ou elle allait commencer ses études peut-être de cinéma. Et elle a pris la parole assez vite et elle a dit, elle a dit en fait je savais pas qu'on avait le droit de faire ça, quoi, de faire des films comme ça, mais et en disant ben moi j'ai envie de faire des films comme ça. Et on Mmh. s'est dit bon bah peut-être que rien que pour elle c'est pas mal qu'on l'ait fait ce film là, quoi. J'ai le sentiment aussi que dans la manière dont on raconte le film qui se fabrique, on raconte aussi une forme de liberté à fabriquer, quoi. Il y a quand même beaucoup de dogmes dans le cinéma. Mais c'est bien aussi de se retrouver un peu bousculé par les autres. Je pense que la co-réalisation aussi, elle raconte ça, quoi. Enfin, elle remet les égos au bon endroit, quoi. Je Mmh. trouve. Et il y a quand même beaucoup d'égos dans le cinéma français. Ouais, ouais, ouais. Ouais, je comprends parfaitement ce que tu dis parce que souvent, en plus, quand on est au début d'un projet et qu'on, par exemple, on fait lire notre scénario à beaucoup de gens, des commissions, des distributeurs, des producteurs, il y a souvent beaucoup de personnes pour nous dire, bah ça, en fait, tu peux, ça, tu peux pas, ou ça, c'est pas intéressant, etc. Et c'est vrai qu'en fait, au fur et à mesure, on a beaucoup tendance à s'auto-censurer. Absolument. À tout censurer, et parfois même, mais je dis, ben, moi le premier, ça m'arrive de lire le scénario et je donne un avis, bon, mais en fait, c'est s'auto-censurer, mais c'est pas que ça, c'est aussi parfois, du coup, on réécrit en fonction des retours et des commissions, et ce qui faisait l'essence du film ou du projet, c'est en tout cas, ou en tout cas ce qui faisait peut-être sa profonde originalité, même si peut-être ça allait peut-être de pair avec sa maladresse, et ben ça se perd dans une deuxième version d'écriture et finalement peut-être que même l'intérêt premier du projet disparaît avec dans la deuxième écriture, quoi. Mmh, mmh, mmh. Alors quelques questions de vraiment de pur montage. Par exemple,
on revoit certaines photos du garçon plusieurs fois, comme celle du service militaire qui doit apparaître, je pense, 4 ou 5 fois dans le montage, ce qui peut être un peu contre-intuitif. L'idée, c'était quoi? D'imprimer la rétine du spectateur, de lui laisser le temps de se les approprier comme un album de famille qu'on regarderait plusieurs fois? Oui, et d'ailleurs, dans les premiers montages, on se rendait compte que les photos étaient trop courtes, quoi. Donc on a enlevé beaucoup de photos finalement pour donner un peu plus de temps au spectateur de s'y plonger et d'y revenir, parce que on se rend compte que entre le début du film et à la fin du film, la même photo, on ne voit plus la même chose sur la même image, quoi. Je crois. Alors, et typiquement, cette photo du militaire, la première fois qu'on la voit, c'est quelqu'un qui voit de la grande détresse chez le garçon pendant son service militaire. Et on la voit une heure après dans le film, on revoit la même photo avec une femme qui nous dit que non, évidemment, on voit qu'il est à deux doigts de se marrer, tellement il pense que son costume de militaire n'est pas crédible. Et donc cette multiplicité des interprétations sur une même image, moi, m'intéressait beaucoup. Alors on le fait pas de manière intempestive, mais moi je tenais à ce que ce soit là, ouais, à ce qu'on revoie les photos et à ce qu'on les revoie un peu différemment. Ça me semblait quand même être oui, un des sujets du film, quoi, sur comment on porte le regard, qu'est-ce qu'on voit sur une photo, qu'est-ce que chacun y voit. Je trouvais ça vraiment étonnant qu'une même photo suscite des interprétations tellement différentes. Ouais, ouais, tout à fait, très 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 étonnant et à la fois très très révélateur. Quelque part, il y a presque 3 films dans ce film, parce qu'il y a d'abord donc, le documentaire Enquête pour retrouver le garçon des photos et que tu réalises. En parallèle, il y a donc la fiction de Zabou sur 24 heures de la vie d'une personne inspirée de ces photos et il y a aussi le film de tous les 2, proprement vous co-réalisé, qui questionne ses intentions et ses choix de fabrication avec de vraies séquences, pas seulement une voix off comme il arrive parfois. Comment de ces 3 films, tu arrives presque à créer au montage un film somme, presque un quatrième film en fait, qui soit cohérent et fluide? Et ben, ça pour le coup, c'est vraiment par le montage. En réalité, au départ, il y avait très peu cette troisième couche de nous qui fabriquons le film. Et le film fonctionnait pas en fait. Enfin, de mon point de vue, il marchait pas très bien. Et en réalité, c'est vraiment notre tâtonnement qui est le liant du film pour moi. Et ça, c'est vraiment au montage qu'on s'est dit, en fait, il faut qu'on raconte tout ça. Et c'était souvent d'ailleurs lié à des questions de Zabou, hein, qui me demandait, mais attends, je comprends pas, comment t'as retrouvé cette baraque au bord de la mer, par exemple. Et je lui raconte. Et quand je lui raconte, elle me dit, mais enfin, ça, il faut que tu... Et ça, il faut que tu le dises. Et donc, et Mmh. voilà. Et donc c'est petit à petit, comme ça, par petites couches, on a rajouté ça. Et puis, il y en a pas tout le long du film, mais quand même, il doit y avoir 7 ou 8 interventions à nous. Et petit à petit, ça a tissé le film et c'est ce qui nous a permis, je pense, de trouver cette unité et de relier les parties documentaire fiction et relier surtout nos interrogations à celles du spectateur. C'est-à-dire que notre tâtonnement, je crois, devient celui enfin, on associe notre tâtonnement à celui, j'espère, du spectateur. Enfin, si le spectateur est inactif pendant le film, je crois que le film n'a aucun intérêt. On s'est efforcé d'associer le spectateur à cette recherche, quoi, et que le spectateur se questionne et qu'il reste actif pendant le film. Et on se disait ça, on se disait s'il reste actif, ça devrait pouvoir fonctionner. Bon, en tout cas, moi, en tant que spectateur, j'ai été, particulièrement actif, comme rarement dans une salle, de cinéma. C'est vrai qu'il y a vraiment ce côté où on mène presque nous-mêmes, l'enquête, quoi. Ah, c'est vrai, ah, c'est Heu cool, c'est bien ça. Alors, la fluidité entre fiction et réel se fait aussi par des superpositions d'images, des raccords de son, des enchaînements, des truchements entre les séquences, comme autant de ponts qui vont de l'un à l'autre, pour signifier également que la matière de l'un s'imbrique dans l'autre et inversement, que la frontière entre le réel et fiction est pas complètement étanche. En fait, le montage lui-même a presque une fonction narrative. Comment vous avez géré ces passerelles entre les différents blocs? En fait, c'est étonnant parce que tu disais tout à l'heure, enfin, on parlait de la fiction de Zabou justement, et dans la fiction de Zabou, je sais pas, tu as évidemment forcément remarqué, c'est un temps indéfini, quoi. C'est-à-dire que ça pourrait être dans les années 70, mais en même temps, c'est des voitures d'aujourd'hui, c'est des appareils numériques alors que c'est des photos en noir et blanc. Tout ça n'a pas de, Tout ça n'a pas vraiment d'importance. C'est toute cette espèce de temps universel qui est un peu convoqué quand on plonge nos mains dans ces boîtes de photos qui couvrent 50 ans, quoi. Dans le montage, on avait l'impression qu'il fallait que ces passerelles-là, ces passerelles dont tu parles, racontent ça, une sorte de temps indéfini.
Et le fait de passer de photos, enfin, de revenir sur les lieux et de superposer les images entre les lieux d'hier et d'aujourd'hui, permettait justement cette jonction du temps, quoi. Mhm. On passe d'une photo d'hier avec des gens sur la place d'un village exactement au même lieu avec cette femme qui promène son chien et qui se penche sur nos photos. C'est-à-dire que tout à coup, tout se relie, quoi. Les photos d'alors, le lieu, cette dame aujourd'hui et ces gens d'hier. Bon, bah, j'ai l'impression que tout le montage fonctionne un peu de cette manière, quelque part. C'est à la fois très organisé, mais c'est aussi bordélique que si ça avait été un grand sac de photos et qu'on avait tout secoué et tout mélangé, quoi. Tu vois, j'ai l'impression que tout, de la même manière que les mots des gens que je croise se retrouvent chez les acteurs de Zabou, qui eux-mêmes sont sur les lieux des photos d'il y a 50 ans. Et donc, finalement, ce qui tient tout ça, effectivement, c'est une photo qui se retrouve, c'est un bout de dialogue qui résonne dans une époque et dans une autre. Et les liens, ils fonctionnent plutôt comme ça, par cadavre exquis, que par une logique infaillible réaliste, quoi. Il ne s'agit pas d'être efficace et de raccourcir l'enquête juste à l'enquête. Non, au contraire, il faut des digressions, il faut que le film puisse prendre des chemins de traverse, il faut des cul-de-sac, il faut des fausses pistes. Et, et on n'a pas peur de ça. Le film se joue ailleurs que juste dans l'efficacité d'une enquête pour retrouver à tout prix un garçon, évidemment. Bah, d'ailleurs, tu reparles du garçon, donc qui est le titre du film, et ça induit ce titre l'idée d'un portrait qui va se révéler comme une photographie sortie des bains, révélateur d'une chambre noire. D'ailleurs, l'affiche reprend cette idée aussi de photos qui se révèlent et racontent une histoire. Avec le recul, je me dis que le film aurait pu avoir plein de titres différents en fait, et donner plein de pistes différentes. Alors, finalement, pourquoi ce choix-là? Alors c'est sans doute plus le choix des abous que le mien, le choix du titre, parce qu'on en avait beaucoup parlé. À un moment donné, nous on aimait bien tous les deux la cigogne basque aussi, qui nous semblait être être assez, être un peu ce qu'était le projet, quoi. Ce film à deux têtes, un peu très différent, cette hybridité là, et en même temps qui était un hommage à ce lieu qui sans doute est le lieu dans lequel ce garçon a été le plus heureux, je crois. Et puis après est arrivé le garçon tout court, quoi. Et il nous semblait qu'il y avait quand même beaucoup plus d'émotion dans ce titre-là. Et puis il y a quelque chose de très simple et de très beau. On a hésité avec ce garçon aussi. Mais oui, après c'est arrivé le garçon. Voilà, c'est devenu le garçon et moi très vite, il y a plus de questions, quoi. Et même ça nous plaît assez parce que quand on en parle avec Zabou, c'est assez marrant. On se l'approprie, quoi. C'est-à-dire que quand elle me parle de son comédien, moi je lui dis ton garçon, elle me dit ton garçon. Ouais. Moi, je parle de mon garçon, elle de son garçon. Enfin, voilà, le garçon, chacun pouvait se l'approprier, quoi, quelque part. Tout à fait, on peut même imaginer des spectateurs qui pourraient se dire entre eux: «Est-ce que tu as vu Le Garçon?» et qui pourraient faire à la fois référence au film ou à une personne qu'ils auraient croisée dans leur vie, quoi. Ouais, tout à fait, tout à fait. Ce qui est le cas d'ailleurs, hein, ça arrive très souvent, quoi. Des gens qui nous disent à quel point ce garçon leur fait penser à quelqu'un qu'ils ont connu. Peut-être que ce titre aussi, il aide à l'universalité du film. Le nombre de gens qui sortent du film en nous disant je vais rappeler, il faut absolument que je rappelle tel ami, ou il faut absolument que je reprenne mes photos. Enfin, il y a quelque chose qui donne un peu envie de se mettre en mouvement, quoi. Je sais pas, le film rappelle que la vie se passe maintenant. On va finir avec, le ressenti, ce qui reste une fois le film fini. Pendant le film, moi, je me suis senti, proche grâce à tous les procédés que vous avez mis en place et dont on a parlé, et en même temps, il y a un vertige de se dire que ces gens qui ressemblent un peu à tout le monde, et bah, ils ressemblent tellement à tout le monde que pendant toute la première partie du film, bah, personne ne s'en souvient. Il y a un côté assez sidérant. Ça me rappelle que quand on était enfant, on nous disait souvent: «Bah, faut pas faire d'histoire». Oui, mais justement, quand on fait pas d'histoire, qu'est-ce qui reste? Qu'est-ce qui est-ce qui se souviendra de nous? C'est toute la question de la mémoire de ce qu'on fait, de ce qu'on est, qu'interroge aussi le film. Ce vertige, toi et Zabou, vous l'avez ressenti également en faisant le film? Oui, c'est sûr que, enfin, à partir du moment où on commence un projet sur des photos comme ça, on sait très bien que la question de la trace, elle va se poser. Le film se termine d'ailleurs sur ce monsieur, sur son canapé, là, qui évoque notre passage et notre disparition, et qui n'en fait pas un drame d'ailleurs, qui dit en fait heureusement qu'on oublie, quoi. Quelle vie on pourrait vivre soi-même si on était forcément chargé de tous nos souvenirs
et de toutes ces vies et de tous ceux qui nous ont précédés. Donc oui, bien sûr qu'il y a quelque chose de vertigineux. Je pense que là encore, c'est quelque chose qui touche à peut-être quelque part aussi à notre ego, quoi. Le film rappelle ça aussi, que dans 20-30 ans, plus personne enfin 30 ans après notre mort, plus personne se souviendra de nous. C'est aussi une réalité, mais pour moi, heureusement, quoi. Ça fait peut-être un petit peu mal de se le dire, mais quelle vie on mènerait nous aujourd'hui si on était chargé quotidiennement des vies de tous ceux qui nous ont précédés, quoi. Je pensais pas du tout, par contre, en commençant le film, que effectivement qu'on allait toucher ces thématiques-là, quoi. Vraiment pas. Enfin, moi, je suis juste quelqu'un qui écoute, hein, je suis pas quelqu'un qui parle habituellement, donc j'étais étonné de voir que tous les gens que je croise instinctivement allaient vers cette question, comme si au fond de nous il y avait quelque chose de. On avait tous profondément une forme d'angoisse, quoi, de notre postérité ou des traces qu'on laisse, quoi, ou comme si on était angoissé de notre propre oubli. Mais moi, notre propre oubli, ouais, il me semble plutôt salutaire, quoi. Hmm. Alors à un moment, Florent, tu croises un gars au bistrot qui dit à la fin de l'entretien que c'est plaisant de te rencontrer, de pouvoir s'exprimer franchement, en fait, de se sentir exister. Et ce qui accroche Zabou en premier dans ce projet, dans le choix de ce lot de photos, c'est le regard du garçon, à la fois gai et un peu mélancolique, discret surtout, comme un personnage secondaire, voire même un figurant. Moi, ce que j'aime au cinéma, c'est se dire que c'est l'endroit où tout est possible, où l'on peut réparer les blessures, changer les destins, et que ici, en s'intéressant à lui, il y a une forme de justice qui va s'opérer, de mettre en avant ceux qui ne se mettent jamais en avant eux-mêmes et qui se mettent au service des autres, comme une sorte de revanche sur la vie. Qu'est-ce que vous cherchez à faire quand vous faites un film, tout simplement? En tout cas, en faisant ce film-là, et après être allé à la rencontre de ce garçon, c'est évident que l'idée de cette petite revanche sur la vie, ouais, ça nous a effleuré avec Zabou. Évidemment qu'on était heureux d'avoir remis un peu de lumière précisément sur lui, sur quelqu'un qui a sans doute disparu des mémoires un peu trop vite, quoi. Je sais pas si c'est le rôle forcément du cinéma, mais c'est étonnant parce que ce que tu dis me rappelle. Et pourtant, je regarde rarement les Césars, mais cette année au César, il y a eu le discours de Karim Leclou qui parle des gentils. Je sais pas si tu as vu ça. Oui, oui, tout à fait. Et tu vois, et quand il a dit ça, je me suis dit, c'est fou ce que ça m'a fait penser à notre film. Et je me suis dit, oui, il y a peut-être. Est-ce qu'on est en train d'entrer dans une période où on va remettre en lumière les discrets qu'on n'entend pas assez, quoi. Il y a des gens qui nous disent que ce film est un antidote à l'ère Trump. Alors, je sais pas. C'est certainement pas une volonté en tout cas, mais oui, certainement, ce personnage-là, je pense que dans l'humilité qu'il avait l'air d'avoir, en tout cas, dans sa discrétion, dans sa générosité, il y a quelque chose qui est peut-être un peu l'opposé de l'époque. Et donc, voilà, peut-être que dans la réaction à cette époque, on va voir de plus en plus de films qui embrassent ces personnages-là, comme les Larieux l'ont fait avec le roman de Jim. Alors, dernière question, maintenant que le film est sorti, qu'il a sa propre existence, c'est quoi ton rapport à lui, ton émotion? Bah, c'est toujours très ambivalent parce que je suis toujours dans un moment où ce film existe, on l'a fait, mais le faire c'était une chose. Après, la vraie question c'était de le montrer et de le montrer à un public. Et j'espère que ce film lui aurait plu, mais j'en sais rien. Donc je suis toujours assez partagé, quoi. Je sais toujours pas si on avait complètement le droit de faire ce film. Ce qui me touche le plus aujourd'hui, c'est les gens que je croise qui l'ont connu et qui nous parlent du film et qui nous disent à quel point le film les a touchés ou bouleversés. La question qui s'est posée à moi quand j'ai décidé de continuer le film malgré le fait qu'il soit mort, enfin d'avoir appris qu'il était mort, c'était de me dire, bah voilà une vie qui, soit j'en parle, soit on en parle dans ce film avec Zabou, soit on n'en parlera peut-être plus jamais, plus du tout. Alors on a choisi d'en parler. Et le film rappelle beaucoup quand même qu'il a été aimé, quoi, profondément. Et c'est quand on parlait de petite revanche dans le destin de cet homme, je pense que ça
Ouais, là, il y a peut-être quelque chose de cet ordre-là, quoi. De faire ce film en rappelant à quel point cet homme a été aimé. Et parfois oublié, mais aimé malgré tout. Eh ben, je te remercie, Florent, pour cet échange. Ben, merci à toi, merci beaucoup d'avoir pris le temps d'avoir vu le film aussi précisément, avec autant d'acuité. C'était Florent Vassaux pour le film Un garçon. Merci pour votre écoute. Vous pouvez retrouver les précédents entretiens longs sur notre page YouTube et à bientôt pour une prochaine discussion de cinéastes.